Voilà, les questions d'actualité, c'est toujours dans Namasté. Namasté à vous qui nous suivez de partout. Nous sommes là déjà avec notre invité sur ce plateau, M. Emmanuel Mouenge, politologue et assistant à l'Université de Kinshasa, analyste politique. Et nous allons analyser tout d'abord la question concernant la ministre de la Jeunesse. Sensibilisation avec la campagne Oui, je le veux. Est-ce que c'était pour motiver la jeunesse ou trouver la solution aux problèmes, aux désidératas de la jeunesse congolaise, ou c'était juste une activité pour sensibiliser à la révision de la Constitution, ou encore pour juste manifester à son papa que voilà, papa j'ai grandi, comme elle avait elle-même posté sur ses pages, papa ta fille a grandi. Alors nous allons en parler, mais nous allons également en parler sur la question des Banyamulenge, l'origine des Banyamulenge. Martin Fayulu qui l'avait bien dit qu'ils ne sont pas originaires de la République démocratique du Congo, Azarias a répliqué. Nous allons essayer également de développer sur ce sujet avec M. Emmanuel Mouenge, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour M. Hervé, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus dans ce très beau plateau Namasté, dans un cadre beaucoup plus ouvert. Je constate que nous avons emboîté le pas à une certaine pratique qui veut que la télé se déplace et atteigne la population là où elle se trouve. Exact. Je me réjouis du cadre, je me réjouis des retrouvailles, puisque je signale que c'est après plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, que je n'ai pas eu à fouler pied sur le sol de Namasté. Voilà. Et bon matin à tout le monde et bon début de la semaine. Bon, pour ceux qui ont commencé la semaine aujourd'hui, par rapport à ceux qui ont commencé dès le lundi, ceux qui commencent aujourd'hui, bon début de la semaine. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Voilà, j'ai dit. Voilà, nous commençons avec cette première question concernant la sensibilisation de la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Comment est-ce que vous analysez tout d'abord? Oui, je le veux, qui se transforme parfois, les autres ont dit que non, mais ça devient une prédication à l'église. Bon, on ne peut pas quand même critiquer de ce côté-là, mais le fond du message. Comment est-ce que vous avez appréhendé, comment est-ce que vous avez jugé et comment vous analysez cet événement? Oui, je le veux est une campagne centrée sur un seul individu, pas sur le peuple congolais. C'est centré sur l'avenir politique de la ministre elle-même. Ok. Alors, depuis le début, parce que c'est à Namasté que j'ai lancé le premier conseil à Grace Coutinho, Madame Grace Coutinho, soyons élégants. Oui, oui. Soyons élégants mais stricts et durs. Oui. Madame Grace Coutinho, je lui ai lancé un message et un conseil il y a de cela une année. C'est le 8e mois de l'année passée, le mois d'août 2025. Exactement. Une orientation très intéressante pour elle. J'aurais voulu qu'on le diffuse, maintenant c'est impossible. Pourquoi je dis que oui, je le veux est une campagne centrée sur sa propre personne. Elle est dans un processus extra-ministériel, extra-légal, extra-constitutionnel. Et je vais le démontrer ici. La campagne oui, je le veux vient avec les justificatifs constitutionnels, comme quoi on a consulté au sujet de la Constitution. Parlons de Constitution. Quand Mme Grace Coutinho nous parle qu'elle va consulter la jeunesse, elle ne dit pas que je vais consulter la jeunesse pour la Constitution. Elle commence par dire qu'il s'agit des problèmes des jeunes. Oui. Et elle entre dans un narratif de consultation personnelle de la ministre au contact de la jeunesse. Une campagne personnelle, alors qu'il existe l'institution qu'on appelle Conseil national de la jeunesse, qui au nom de sa décentralisation est censée recueillir les problèmes. Ça c'est une parenthèse. Elle va modifier par rapport à nos critiques, elle va ajouter les conseils par après, on les lui conseille. Maintenant, je me pose une question. Comment a-t-on quitté des consultations sur le problème sociétal, le problème de société, le problème sociologique des jeunes, pour des consultations d'ordre référendaire, alors que la loi est claire, la Constitution est claire, les peuples s'expriment sur voie de référendum. Alors j'ai une question. Est-ce que Mme Grace Coutinho a les compétences ou les prérogatives d'organiser un référendum? L'exécutif n'a pas ce pouvoir-là de lancer les référendums, non. Mais il peut sensibiliser. Contribuer à l'exécution, oui. Mais les référendums, qui est un processus fortement électoralisé, revient à la CENI. Parce que la jeunesse, justement, c'est une branche de la population qui représente plus de 70%. Elle a toujours répété, tout le monde le sait. Nous avons plus de 70 millions de jeunes dans ces pays. Ce qui représente la majorité du peuple congolais. Mais pour consulter le peuple sur une question constitutionnelle, et qui est la question constitutionnelle est une question extrêmement référendaire, sur le oui ou le non du changement de la Constitution, mais il faut avoir un mandat pour ça, et ce n'est pas à l'exécutif de le faire. Maintenant, comment on a quitté pour une consultation de problèmes de jeunes, pour une consultation d'ordre référendaire? Deuxième question. Le gouvernement, quand il a élaboré sa politique,
A-t-il prévu qu'en ce qui concerne les jeunes, nous allons consulter sur la Constitution? Ça n'a jamais figuré dans le programme du gouvernement. Et troisième chose, je me pose encore la question de savoir, quand elle a consulté les jeunes pour leurs problèmes du travail, les manques d'emploi, l'ont-ils dit que c'est dû à la Constitution de la République? Je ne crois pas. Mais ce sont les retombées de ces consultations qui ont abouti à ce qu'il y ait une pensée sur la révision de la Constitution, parce que, étant constaté que plusieurs désidérateurs de la population de la jeunesse, ne trouvaient pas la résolution avec cette Constitution. Je n'ai même pas besoin de contredire votre opinion, parce que c'est la publicité de Mme Grace Coutinho qui contredit votre opinion. Elle commence avec un mécanisme de recrutement. Dans une société où on doit travailler, il y a une personne qui entre parce qu'on l'a recommandé et l'autre qui mérite, qui n'entre pas, on ne l'auditionne pas, on ne lui donne pas l'emploi. Maintenant, dans cet élément-là, où est la responsabilité de la Constitution? La recommandation a primé, parce qu'il y a eu des relations entre les responsables de l'entreprise et un corps extérieur qui a recommandé. La Constitution n'y est pour rien. C'est un vice de société. C'est un comportement humain malsain qui privilégie, au lieu de privilégier l'intellect, privilégie une recommandation. Encore qu'il faudrait que cette recommandation, pour mériter, soit une recommandation positive. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on consulte? Voici la démarche institutionnelle. On utilise des conseils. Les conseils recueillent des différents déshydratats dans toutes les régions de la République, dans les ETD. On prend les problèmes, on les classe selon les secteurs, parce que le conseil va fonctionner tout le monde au niveau de la province, au niveau de quartier, conseil à quartier ezalaka, conseil communal ezalaka, conseil provincial ezalaka, ministre de la jeunesse provinciale ezalaka. Bako travailler en synergie, ba recueillir ba problème nyonso ba jeune, ba sali structuration na ngo, problème de l'emploi, problème lié à la salubrité, problème lié à la santé, bâtir dans des différentes rubriques. Et Bango Moko, comme le ministre de la Jeunesse, a certains prérogatives, puisque les jeunes du Kwilu sont gérés par le gouvernorat du Kwilu, ils proposent les pistes de solutions pour pallier à certains problèmes au niveau du gouvernorat provincial. Et ils prennent aussi les copies de dites propositions, ils renvoient au niveau central, chez elle, Mme Grace Coutinho. Quand il y a amendement à apporter, il y a l'ordonnance de 2025 portant sur les compétences et les attributions des ministres délégués et des ministres, ainsi que de leur ministère. En 2022, il y avait une même ordonnance allant dans ce sens qui définit clairement que la ministre, c'est d'elle que viennent les solutions. Ils vont formaliser les solutions et puis maintenant, accueillir à niveau exécutif. Soumettre en gros dans chaque ministère où ils ont géré le secteur, où ils ont répondre à besoin des jeunes. Parce que la jeunesse n'est pas un secteur, c'est une branche de la population. Et il y a des ministères qui gèrent les secteurs qui concernent cette branche. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le PME, ainsi de suite. Proposer pour améliorer la condition des installations de PME pour que celles-ci aboutissent à l'idéal entrepreneurial qui est l'idéal industriel. Pour qu'on a un niveau d'industrie, il faut PME, il faut moins de taxes, il faut plus d'avantages. Proposer des solutions et au nom de l'article 91 de la Constitution, veiller à ce que la solution, parce que l'article 91 parle de l'interconnexion ministérielle, veiller à ce que la proposition le ministère est résoudre les problèmes, il y a un espace Yamboka. C'est ça la procédure constitutionnelle, la procédure légale, la procédure institutionnelle des consultations. Ça n'a rien à voir avec une démarche personnelle. Il y a Moutamoni Kazana bilanté. Si on a reçu la dernière président, on a mis coloniaux, on a gaffe, il y a gestion, erreur, il y a gestion. Au cabinet, quand je dis une décoration des Congolais, non, maman Ndengezaboué, ça là, moi, consultation, ça là, moi, événement, en rapport avec la Constitution, on soutenir et automatiquement, ça c'est quoi? Mais je vous dis, c'est ça la stratégie, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas mobiliser sans argent. On mobilise sans argent lorsque la population adhère à un idéal, lorsqu'il y a une idéologie. Mais dans un pays à carence idéologique, où les partis politiques ont échoué en ce qui concerne la socialisation de valeurs politiques, c'est-à-dire parti politique et réussir à convaincre mon totem à programme et créer adhésion à l'idée qui a mobilisé au niveau de tous les partis qui sont proches de la mouvance présidentielle, les gens de force du progrès et ainsi de suite. On a fait la masse, ça c'est la politique de masse qui n'est pas une politique d'idées. Or la question sur le changement de la Constitution, c'est un débat d'idées. Pourquoi on doit changer les textes? Est-ce que les textes ne répondent plus aux réalités de la société? Parce qu'un texte devient obsolète lorsque celui-ci n'est plus conforme aux réalités de la société. Or il faut un débat de société
pour faire le comparatif entre la norme et la réalité sociologique. Exact. Or, quand ça n'existe pas, on ne peut pas parler d'une adhésion, on parle plutôt d'une adhésion de masse à coût d'argent, et c'est ça la réalité. Donc elle a voulu sauver son bilan qui n'existait pas et sa position en tant que ministre, et ce n'est pas la première fois Simsa Yamboka touche. Parce que quand tu amènes au chef de l'État dans toute la procédure que j'ai donnée, vous trouvez que c'est un travail de l'exécutif. Principalement de l'exécutif, conformément à l'article 91 de la Constitution. Mais malgré ça, qu'est-ce que le chef de l'État va faire? C'est à vous qu'on a dit de donner des solutions au problème des jeunes. Vous lui amenez encore le papier, mais lui, il va faire quoi? Donc, d'où j'avais cette question-là, qu'est-ce que nous devons attendre après cela? Absolument rien. Qu'est-ce que vous avez eu après le village des opportunités? Qu'est-ce que vous avez eu après la rencontre avec le chef de l'État au Parlement? Parce que les gens pensent qu'il suffit de voir le président de la République pour lui dire on a faim, on n'étudie pas pour qu'il ait des solutions. Non, il y a une séparation de prérogatives et de pouvoirs. L'exécutif a un rôle à jouer dont le chef de l'État ne peut pas se substituer. Il y a des gens qui vont apporter un argument dérisoire comme quoi le chef de l'État co-préside le conseil de ministres. Oui, il co-anime le dit conseil, mais les décisions prises reviennent à l'exécutif. Et les décisions sont sur base des propositions d'abord introduites au gouvernement. Par exemple, vous avez le cas d'un certain décret qui fait le projet d'un décret qui a été introduit récemment sur la modification du statut de la FICIM. Ça, c'est par l'ancien ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa avec Julien Paloukou l'année passée. On peut introduire le projet qui relève du ministère qui a l'expertise sectorielle, lui propose au conseil et on adopte, mais l'exécution, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le gouvernement. Donc l'initiative de la solution vient de l'exécutif. Ça peut être débattu au Conseil des ministres, mais l'exécution aussi de la décision vient de l'exécutif. Donc l'exécutif représente 90% des politiques publiques, des réformes publiques. C'est eux qui sont à l'initiative et à la naissance de tout. Elle prend son rôle, va donner au chef. Et pour tous les problèmes de la RDC, on a pris un petit papier, on glisse dans l'enveloppe, on a remis. Moi, j'ai compris la symbolique, M. Hervé. Oui. Le président de la République n'est pas bête. Tout ce que je dis, il le sait. Oui. Il sait que quand c'est petit, il a parlé, il a raison. Alors, qu'est-ce que lui fait? Pour sauver les apparences, parce que politiquement, vous ne pouvez pas refuser de la recevoir. Sinon, on va utiliser ça comme une rhétorique de campagne et dire que vous mettez de côté la vie des jeunes. Par exemple, il va la recevoir. Mais où a-t-elle été reçue? Proche du jardin, proche de la sortie. Et je peux vous garantir que si on a un minimum de lucidité auprès des conseillers du chef de l'État, ils vont lui dire on a fait un essai raté. Pourquoi? Parce qu'on s'est penché sur la valeur symbolique de la dame, qui est une personne qui appartient au corps de personnalités religieuses pour s'attirer la sympathie des églises, qui sont des grands draineurs de masse. Par exemple, il y a un pasteur qui vient de dire qu'il peut recueillir 100 millions de signatures, je ne sais pas, 100 000, 100 millions, 10 millions, je ne sais plus combien, pour le changement de la Constitution. Alors que dans la loi référendaire, cette démarche n'existe catégoriquement pas, pratiquement pas. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. On s'est figé sur la valeur symbolique en la prenant, et c'était une erreur, parce que l'apport technique, l'apport sociologique, elle n'y est pas, elle n'assume pas ses rôles comme il se doit. On va rapidement la changer. Quand je dis ça, je ne suis pas opposant, je suis analyste. Je donne la réalité des faits. Moi, je suis partisan de la réforme constitutionnelle. Je suis pour, mais pas avec les opinions de la ministre de la Jeunesse. Elle est dans un schéma qui n'est pas un schéma nationaliste, qui n'est pas un schéma légitime ou souverain. C'est un schéma personnel et nous ne sommes pas là. Voilà, nous allons quand même tourner cette page-là, mais quand même, cette phrase-là sur ces réseaux sociaux, papa, j'ai tapé à grandir. Oh, mais c'est de l'autosatisfaction. C'est comme je le disais justement, il fallait, même quand elle reprend les mimiques de son paternel, c'est clairement de l'autosatisfaction. Pourquoi? Parce que papa a rempli des stades, moi aussi je vais remplir des gens. Mais l'évangile, si je dois entrer dans son domaine à elle, parce que c'est là vraiment qu'elle est faite pour ça, l'évangile repose sur la foi et la conviction. Vous devez être convaincu que le Seigneur Jésus sauve, et vous devez avoir foi en ce qu'il dit, en ce que ses serviteurs disent. Tandis que la politique, c'est un domaine de rationalité. L'idéologie prime, le mode de gestion prime. Ce n'est pas la même chose. Vous aurez atteint votre but et vous aurez grandi, là je m'adresse à elle, en politique, lorsque vous allez faire asseoir l'idéologie et la pensée. Pas lorsque vous allez drainer des masses avec l'argent. Parce que ces masses ne comprennent rien. On nous a prouvé cela en les interviewant. Donc Madame la ministre, vous n'avez pas grandi. Vous êtes encore rabaissé, c'est encore plus bas. Je préfère des foules dans la foi parce qu'ils y vont par leur conviction, parce que le pasteur a dit, c'est le dogme. Plutôt que mobiliser en dehors de l'idéologie dans la politique, ce n'est pas former les masses, ce n'est pas édifier la population, c'est contribuer à leur abrutissement et les appauvrir encore en les rendant obsolètes et obligés de quémander au nom d'une redevance de services politiques. Et c'est ce qu'on ne veut plus dans ce pays, c'est de la bêtise. Voilà, on reste, c'est une analyse, hein. C'est une analyse d'Emmanuel Mouengue, qu'on comprenait que c'était scientifique. Lorsque les scientifiques posent ces analyses, parfois ça touche, ça dérange, parfois ça peut même piquer.
mais c'est aussi pour le bien-être de ceux qui sont en train de nous gérer, ceux qui sont en train de nous diriger. Alors, la question d'identité, nous avons parlé plusieurs fois, la question identitaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce débat renaît encore. Ce débat avec le Banyamulenge, partant de Martin Fayulu, le propos de Rouberois. Président d'abord Martin Fayulu, qui va le dire à tout haut que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais d'origine. Et Azarias Rouberois, ancien président, ancien vice-président des transitions à l'époque en 2004-2005, contredit cela et donne des propos, avance même des raisonnements qui parfois nous laissent perplexes. Comment d'abord vous pensez, parce que nous avons plusieurs fois parlé de ces sujets, comment d'abord vous avez reçu ces propos d'Azarias Rouberois en répliquant à Martin Fayulu? D'abord, moi je vais être scientifique, parler avec des preuves. Je vais d'abord prendre les déclarations de ces deux individus, je vais les confronter et vous allez comprendre où est-ce que je me base et selon quelle science. Quand on parle de la nationalité, il faut deux approches. L'approche normative, c'est-à-dire le droit, la loi, la constitution, les textes, les lois organiques, et l'approche anthropologique. Et c'est l'approche la plus importante, la réalité sociologique. C'est comme ça que moi j'ai toujours parlé du contexte historico-anthropologique. Parce que pour moi c'est un élément qui doit entrer dans la réforme constitutionnelle. Nous avons ces deux éléments-là. Martin Fayulu dit il n'y a aucune ethnie qui s'appelle les Banyamulenge en République démocratique du Congo. Moi je ne suis pas opposant, je l'ai dit. Et d'ailleurs Martin Fayulu, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai eu à les rencontrer 2-3 fois. Et je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Mais politiquement parlant, je n'apprécie pas ses arguments en ce qui concerne le dialogue inclusif et tout ça, j'ai toujours été contre. Et je trouve qu'il joue parfois le jeu de l'ennemi dans ses communications. Mais seulement pour cette question. Je suis d'accord avec Fayulu. Non, la science n'a pas d'émotion ici. Différencions le domaine politique et le domaine scientifique. Les gens qui sont au pouvoir, le président de la République, son régime, son gouvernement, le président de la République pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup de respect et que je félicite pour le travail qu'il est en train d'accomplir pour redorer le blason de la RDC et ramener la paix à l'est du Congo. Mais eux sont dans une communication d'ordre politique parce qu'ils sont en train de subir la rhétorique installée depuis plus de 30 ans qui vise à faire de Tutsis des marginalisés. Qu'ils ont trouvé pour pallier à cette rhétorique diplomatique, c'est de dire qu'ils sont Congolais en violation de l'histoire et de la Constitution de la République. Parce que pour moi, je trouve que ça allait à l'encontre de la Constitution. Mais c'est une stratégie politique qui reste efficace pour continuer à se défendre et dire qu'il n'y a pas de violation. Mais il y avait aussi une autre stratégie que je donnerai à la fin. Parce que c'est souvent les insuffisances d'un régime qui l'empêchent de pouvoir être à la hauteur de certains défis et certains enjeux. Si des gens comme nous, on nous avait associés à la rhétorique gouvernementale, je ne crois pas qu'on allait recourir à des mensonges, à des subterfuges mensongers. Je reviens aux deux principes. Voilà. Prenons l'aspect normatif. Azarias Rouberois, pour se défendre, j'ai dit que Fayulu avait raison et je vais te démontrer pourquoi il a raison à travers les arguments d'Azarias Rouberois. Rouberois nous dit la Constitution dans l'article 10 estime que les Banyamulenge sont des Congolais. On va lire ensemble l'article 10 de la Constitution, sinon on va dire que moi je l'ai pioché quelque part. Monsieur Hervé, vous pouvez aussi prendre la vôtre, la mienne dans le téléphone portable. Je préfère ça parce que c'est beaucoup plus mobile. Je prends l'article 10. Je vais vous lire l'avant-dernier alinéa. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques. Donc, pour être Congolais d'origine, vous devez appartenir à un groupe ethnique, premier point. Aux groupes ethniques dont les personnes, au pluriel, et le territoire constitué, ce qui est devenu présentement, ce qui est devenu le Congo. Donc, ces personnes, avec l'ensemble du territoire au singulier, c'est-à-dire les 2 345 200, je crois, ou quelques kilomètres carrés, qui ont constitué l'actuelle ossature géographique de la RDC. Et dans ces 2 millions-là, on sait qu'il y a eu des terres reconnues à des tribus, à des ethnies, et qui ont constitué ensemble le Congo. Le Congo, là, c'est en 1885. Le Congo, présentement République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est-à-dire il y a deux éléments. Ceux qui ont constitué le Congo pour la première fois, on a entendu parler du mot Congo comme un État, donc en 1885. Et cet État de 1885, dans ses frontières, dont les territoires au singulier, les 2 345 000 et quelques,
qui est devenu ensuite à l'indépendance aujourd'hui. C'est les mêmes frontières qui à l'indépendance deviennent le Congo et le même territoire là d'ensemble de 2 millions de kilomètres carrés qui constituaient des ethnies. Or, ces ethnies avaient aussi leur terre qui était reconnue. Mais dans cet alinéa, M. Mouengue, vous ne voyez pas deux nuances. Oui. Première nuance, ce qui était là avant, pendant donc, le temps indépendant du Congo, et ce qui était là, lorsqu'ils sont devenus indépendants. Il n'y a aucune nuance. C'est vous qui traduisez mal la loi, qui la comprenez très mal. Ouais. On vous parle du même territoire, mais avec deux noms différents. Son premier nom, deux époques et deux noms différents. Ouais. Mais on vous dit que pour être congolais, ça remonte à 1885. Parce que ce sont ces tribus, ces ethnies qui ont formé le Congo quand il est né comme Congo en 1885 et ce qu'il est devenu aujourd'hui en 65. Il n'y a pas un nouveau Congo en 65. C'est le même qui s'appelait Congo et qui devient la République démocratique du Congo en 1960 à l'indépendance. Maintenant, il faut prouver que les Banyamulenge, le mot Banyamulenge fait référence à une ethnie. Là, on entre dans l'anthropologie. C'est quoi une ethnie? Une ethnie est associée à une terre, ça c'est premièrement, une langue, bref, une culture, et cette dernière doit être découverte dans un lieu commun propriétaire. Ça, je simplifie la compréhension pour tout le monde. Quelle est la langue des Banyamulenge? Est-ce qu'ils parlent le Kinyamulenge? Non, ils parlent le Kinyarwanda. Qui sont les Banyamulenge? Ce sont les Tutsis. C'est ça la vraie appellation. Ce sont des Tutsis. Et le terme Banyamulenge est un terme purement politique qui est né en 1969, la transition entre la fin des années 60, pour être clair, et le début des années 70. C'était la revendication portée par Bisengimana et le père de l'actuel ministre de l'urbanisme, M. Alexis Gisaro. C'est une réalité, c'est un terme. Le mot Banyamulenge est un terme politique et non anthropologique. Parce que dans l'histoire, vous ne trouverez jamais une seule archive où on vous parle de la tribu ou de l'ethnie Banyamulenge et les terres des Banyamulenge. Ça n'existe pas. Deuxième chose, Roubaix nous parle de Tutsi de Litombwe. D'abord, Roubaix lui-même, il faut savoir qu'il a plusieurs origines. Il va s'inscrire à Lubumbashi comme boursier venu du Rwanda. Ça a été documenté. Ce sont des choses qui sont connues de tout le monde. Il évolue, il devient Banyamulenge. Et puis à un moment, il redevient Tutsi. On ne sait plus qui il est. Et il est très mal placé pour parler de l'anthropologie en RDC. Il nous parle de l'ouvrage de George Wells. Avant même que j'arrive là, je reviens encore sur la question des ethnies. Des ethnies. Alors, quand on sait que toutes les ethnies ont été démembrées et qu'il n'y a pas de terre de Banyamulenge, il n'y a pas de terre de Tutsi, parce que pour contredire Fayoulou, vous devez lui apporter une seule archive où il y a les noms de Banyamulenge dans l'histoire du Congo. Or, moi, j'ai les archives de la colonie ici. Vous avez le Congo belge de Pierre Daye, édition de 1928, excusez-moi, non, 27. 1927, ces livres, l'année prochaine, va faire 100 ans, un siècle. On vous parle du royaume de Muzinga et Mwambutsa au Rwanda. Quand on va prouver que le mot Banyamulenge est une ethnie et que ça s'assoit dans l'histoire du Congo, avant 1885 et qu'il y avait le terme Banyamulenge et les terres, là peut-être qu'on aura raison, mais c'est un mensonge, c'est totalement faux. Entrons maintenant dans la deuxième preuve que lui donne. Maintenant qu'on sait que le terme Banyamulenge ne fait référence à aucune ethnie, lui nous parle de Tutsi de Litombwe et il cite George Wells. Quand vous voulez connaître l'ossature ethnique ou tribale d'un État, vous devez consulter l'administration coloniale d'abord quand il s'agit du Congo. Et les récits historiques. Qui était censé avoir les documents crédibles qui déclarent les citoyens du pays que lui gère? C'est l'administration coloniale. L'AIA, l'AIC, l'EIC, le Congo belge. Et après, aujourd'hui, le gouvernement congolais dans la Constitution. Dans toutes ces formes de l'État congolais, vous ne trouverez pas une seule archive qui vous parle du terme Banyamulenge comme terme ethnique ou tribal associé aux terres. Et l'ouvrage de George Wells, qu'il cite, dans la page 148, les pages 148 et 149, vous disent très bien que les Tutsis ont traversé, George Wells. Voilà, j'ai d'ailleurs même une capture de ces livres qui m'a été envoyée parce qu'on fait des débats souvent. Il vous dit clairement qu'ils vont traverser la Ruzizi, bien avant les années 90. Ils ont quitté le Rwanda, venus du Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il y a le royaume de Muzinga. C'est le royaume de Banyarwanda. Ils vont traverser le royaume de Muzinga, quitter le Rwanda, entrer à travers la Ruzizi et ils vont s'installer d'abord à Lemera. Et ceux qui connaissent Lemera, c'est le chef-lieu de Bafouliou.
Et c'est comme ça que même quand on va signer les accords de l'AFDEL, on va aller à l'EMERA. Hein, les fameux accords de l'EMERA. Oui. Et que quand ils vont s'installer à l'EMERA, certains d'entre eux, ils auront des descendants, ils vont avoir des enfants qui vont migrer jusqu'au niveau de l'Itumbwe. George Weiss, l'auteur Kazarias Ruberwa cite, il reconnaît qu'ils ont traversé du Rwanda pour entrer au Congo. Page 148-149, vous trouverez ça là-bas. Oui. Ce n'est donc pas une preuve tangible qui montre qu'ils sont nés là, ils ont conçu, ils ont créé leur territoire là-bas. Et quand ils vont aller à l'Itombwe, qui est un territoire des Babembe, recensé au XIVe siècle par l'administration coloniale. Okay. C'est chez les Babembe. Je vous invite à lire M. Moller. M. Moller, le père Moller de la Guerre-Sous, vous allez le lire au XIVe siècle, il vous parle de la région de l'Itombwe comme région des Babembe. Ils vont aussi s'installer là-bas au niveau de l'Itombwe. C'est comme ça qu'après le XIVe siècle, au XVIIIe siècle, 17e, George Weiss va venir vous dire qu'ils étaient là bien avant. Mais le contexte de leur présence ne dépend pas de l'appropriation des terres. Okay. Ça dépend d'une migration. Okay. Là où ils avaient des terres, ils ont quitté, ils sont venus. Et c'est comme ça que j'ai présenté le livre Le Congo belge, connaître le Congo belge, son histoire de Pierre Daye, qui vous recense pratiquement là où se trouvait le royaume de Banyarwanda et les terres de Tuti. Voici ce que je vais lire ici. Parce que moi, après TV, on m'a découvert à travers les livres. À travers les livres. C'est comme ça que vous allez vivre avec moi. C'est ça. J'ai devant moi la cartographie ethnique, excusez-moi, du Congo. Oui. Vous avez une preuve historique qui est là, de 1927, un siècle. Ça, si le musée du Congo veut la voir, vous allez venir chercher. Hein, les reliefs et tout ça, les territoires et leurs propriétaires. J'espère qu'ils en ont. J'espère qu'ils en ont. Quand on fait un débat, voilà, je crois qu'ils en ont. Voilà, je vous prends page 76. Hein? Vous verrez même qui est à la photo là. On parle de peuple, les terres, les tribus et tout ça. Page 76. On vous dit les Watuti représentent, plutôt c'est réparti sur le territoire du Rwanda et sur celui de l'Urundi. Pas en RDC. Donc le Burundi comme l'actuel Burundi. Okay. Ils y forment deux royaumes distincts. Il y a un siècle, il y a des gens qui ont déjà réfléchi sur cette question. Dans le Rwanda, c'est celui de Muzinga. Dans l'Urundi, c'est celui de Mwambutsa. Donc vous avez deux royaumes, deux peuples. Et c'est de là qu'ils vont immigrer pour venir jusqu'ici s'installer. Donc maintenant, je prends l'aspect normatif. La loi vous dit, dans l'article 10, qu'il s'agit des ethnies, mais la loi vous parle aussi d'une loi organique qui vient compléter la Constitution. Voilà, on vous parlait de la loi organique de 2004. Entrons dans l'aspect normatif. Comparons la loi organique de 2004 à la Constitution de 2006. On a déjà prouvé, excusez-moi, que le terme Banyamulenge n'est pas un terme ethnique et que les personnes qui se revendiquent Banyamulenge sont réellement Tutsi. Et le contexte de Tutsi de l'Itombo, qui est une raison qu'on manifeste ici à travers l'ouvrage de George Weiss, est un faux concept parce qu'en la page 148, on a clairement dit qu'ils ont quitté le Rwanda, 148-149, pour venir, ils ont traversé la Ruzizi, s'installer dans les territoires de Babembe, au niveau de l'Itombo là-bas, et chez nos amis Foulion. Alors, la loi organique que Ruberwa cite en prenant l'article 6 de cette loi. Cet article 6 viole la Constitution de la République. L'article 10 de la Constitution parle des ethnies comme critère de reconnaissance du fait qu'on est Congolais d'origine. En dehors de ces critères, il n'y en a pas. Mais quand vous lisez l'article 6 de cette loi vous parle des ethnies et des nationalités. Or, la notion de nationalité nous renvoie au Banyarwanda. Et comment la loi organique va naître? Si d'ailleurs vous lisez cette loi organique, pourquoi je dis qu'elle viole la Constitution? C'est parce qu'elle ajoute une incise qui n'est pas constitutionnelle, la notion des nationalités étrangères dans cet article. Et donc, c'est une loi qui est en contradiction de la Constitution. Aujourd'hui, vous avez des gens qui critiquent la loi référendaire sur le référendum en disant qu'elle ajoute certains prérogatives au référendum qui sont anticonstitutionnels. Mais la même remarque s'applique à la même loi. Et deuxièmement, quand on monte dans cette loi, quand vous lisez l'exposé des motifs, la loi de 2004 est rendue conforme à la constitution de transition de 2003. C'est-à-dire que cette loi reconnaît sa paternité à la constitution de transition de 2003 et non à la constitution de 2006 qui a été révisée en 2011. Cette loi-là, papa naye, to maman naye oya botiye, azali constitution à 2003, constitution à 2006 Et encore dans le fond de cette loi-là,
Cette loi est rendue conforme à l'article 14 de la Constitution de 2003. Et cet article 14 de la Constitution de 2003 parle des nationalités. Or, la Constitution de 2003 est le fruit de Sun City. Pourquoi on arrive à Sun City? C'est parce qu'il y a eu des rébellions telles que le RCD qui ont dit que nous, les Tutsis, nous sommes marginalisés, on ne nous reconnaît pas comme Congolais. Il fallait créer pour eux un droit qui les reconnaît comme Congolais. Et ce droit a été négocié entre groupes rebelles et régime pro-rwandais. L'ancien régime de l'AFDEL, qui était la perpétuation de M. Joseph Kabila. Et donc, l'histoire est en train de se contenir, plutôt, se contient dans les faits réels, et les faits réels s'exposent. Première irrégularité, l'article 6 ajoute une notion qui n'est pas constitutionnelle. Deuxième irrégularité, cette loi est conforme à la Constitution de 2003 et non à la Constitution de 2006. Donc elle a une paternité à la Constitution de transition qui, elle, prend dans l'article 14 la notion de nationalité. Et pourquoi le RCD va naître? C'est pour les mêmes raisons de l'AFDEL. Parce qu'en 1981, l'État congolais va reconnaître qu'il n'y a pas de Tutsis d'origine. Et pour qu'il y ait de Tutsis d'origine, ces derniers doivent prouver qu'ils étaient là avant 1885. Et comment on le prouve? Les premiers récits les plus crédibles, ce sont les archives coloniales. J'ai parlé de l'AIA, l'AIC, l'EIC, le Congo belge. Et donc, à l'incapacité de le prouver, en 1981, cette loi va remettre les choses à l'air et dire qu'il faudrait les identifier pour naturaliser individuellement chacun. Ça ne va pas les plaire et c'est comme ça qu'ils vont aller dans l'AFDEL. L'AFDEL Mouzé va les refuser parce qu'ils vont essayer d'introduire la constitution Kachamura qui élimine les ethnies et les tribus et qui dit tout simplement que pour être congolais, il suffit de désirer naître pour le devenir. Or, le désirer naître, c'est justement la revendication des Rwandais maquillés dans des rébellions qui aspirent à devenir quelque chose dont l'histoire et l'origine leur a privé. Vous trouverez cette vérité dans la deuxième guerre occidentale de Mayo Bitumba Tipo Tipo, qui vous décrit pourquoi Masasu Nindaga a été arrêté et dévoilé comme Rwandais, parce que leur but était de faire naître une constitution qui introduit les nationalités étrangères au Congo. Ils vont réussir après la mort de Mouzé à travers Sun City en 2003. Donc, l'argument de la loi de 2004 est dérisoire, anticonstitutionnel, extra-constitutionnel, en référence des assises de Sun City, dont les preuves anthropologiques sont mensongères. Voilà, la télévision c'est le temps, nous sommes obligés de nous arrêter là, mais j'ai quand même cette intention de poser cette question, étant donné qu'il y a quelques personnalités du pouvoir qui sont en train de défendre cette cause, qui sont en train de soutenir Azarias Urbewa. Pensez-vous peut-être avec les changements de la Constitution, on va changer cet article 10? S'ils associent des gens tels que nous, parce qu'on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle sans sociologue. Nous qui sommes dans les sciences sociales, par la faculté des sciences sociales du NIKID, nous avons les sciences politiques, les relations internationales, nous avons l'anthropologie, les sciences du travail, l'anthropologie d'ailleurs qui est un domaine qui nous fait asseoir ici, très important, les sciences du travail. Vous avez ces piliers que je viens de citer, ces 4 piliers, sont des piliers essentiels pour l'élaboration d'une constitution. Si la constitution s'élabore de manière politique, les arguments politiques vont prendre les dessus sur l'anthropologie. Et nous n'aurons pas les contextes historico-anthropologiques dans la constitution et on va trafiquer l'identité nationale juste pour que les gens se calment. Or ça c'est la plus grosse bêtise et c'est même à cause de ça qu'on est là. Je qualifie tout ça de bêtises parce que tout ce qui va à l'encontre de notre histoire, c'est nous cracher dessus. Il faut qu'on participe. Ce n'est pas des propos de haine ni d'exclusion, ce sont des propos de contextualisation des textes aux réalités sociologiques. Maintenant, que faire de tous ceux qui ont eu des enfants ici, qui sont nés ici, qui ont grandi? C'est simple. Puisqu'il y a la congolité d'origine et la congolité de naturalisation, il faut les identifier. Kylian Mbappé est né en France. Pourquoi on l'appelle franco-camerounais? C'est un péché. Donc il faut une identification. Qu'ils acceptent aussi être appelés Rwando-Congolais. Un mécanisme censitaire qui les identifie et on va créer un droit spécial pour les naturalisés en général de toutes les horizons dont ils sont venus, comme Georges Weah l'a reconnu ici, pour que ceux-ci n'accèdent pas à certaines fonctions régaliennes comme la présidence, le gouvernorat, mais soient réservés peut-être pour, ils peuvent être députés nationaux, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, mais certaines fonctions de responsabilité, non. Au nom du passif entre les deux États, il faut se protéger. Et je suis d'accord avec Noël Tiani sur ces points-là. Voilà comment on doit réformer. Ça, c'est un avis réfléchi, scientifique. Si quelqu'un du pouvoir veut débattre, qu'il vienne ici, il en a le courage d'aller utiliser un mot, nous allons échanger et on va enrichir ensemble. Mais on doit participer au débat de l'élaboration de la nouvelle constitution. Merci beaucoup, M. Emmanuel Moueng. C'est toujours très important de vous recevoir au travers de cette émission. La tranche matinale d'Amasté, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vais pas vous demander un dernier mot parce que nous avons suffisamment dépassé notre temps. Merci beaucoup d'être passé. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous suivez de partout et donc nous nous retrouvons encore vendredi. Et donc ça sera comme ça chaque lundi, mercredi, vendredi. Retenez ces programmes, nous serons là comme ça. Comme nous sommes aujourd'hui mercredi, et donc nous allons nous retrouver également vendredi avec le même plaisir. Mais ça sera peut-être une autre thématique.
Et donc, comme je vous l'ai dit, écrivez-nous, n'oubliez pas de nous écrire, hein, laissez-nous le message sur WhatsApp surtout, et nous allons vous répondre. Merci à vous et ciao.